avec la question « Les langues, pourquoi faire ?», Serge Tcherkezov qui nous parlera du couple inégalitaire de l'anglais et du samoan dans les îles et en Nouvelle-Zélande, et Steve Chailloux de la question identitaire dans l'enseignement et l'usage contemporain du tahitien et du hawaïen. Je ne sais pas s'il y a un inconscient français qui a guidé l'organisation du point de vue éthique de cet ordre-là, mais ça sonne un peu liberté, égalité et fraternité. C'est assez étonnant la résonance. Alors je ne sais pas si c'est l'inconscient, mais enfin voilà. Donc John Passage, chacun a 25 minutes pour nous exposer son propos. Il n'y aura pas de débat entre les propos. Je vous propose qu'ensuite on prenne 20 minutes pour pouvoir débattre des différentes interventions. Ça sera certainement plus logique et permettre un peu la confrontation des points de vue. Donc je passe maintenant d'emblée le micro à John Passa. Donc bonjour. Je vais essayer d'apporter ma pierre à ce colloque pour mon arrivée dans ce colloque est à la fois accidentelle et puis prévisible. C'est suite à une discussion très studieuse qu'on a eue à Canberra qu'est arrivée mon irruption ici dans ce colloque. J'en veux à mes amis qui m'aiment très fort de m'avoir permis de partager avec vous ces moments assez délicats. On est arrivé à cette question-là de les langues, pourquoi faire ? Pour nous qui sommes un peu à l'extérieur, nous, on n'est pas dans l'université, on est plus dans des gens frontaliers de l'université. De temps en temps, on fait des irruptions pour voir un peu ce qui s'y passe, mais on est toujours très circonspect sur les choses qui concernent les langues. On est à la fois perturbé quand on parle des langues, c'est l'envie de conserver, et de l'autre côté, l'envie de se comprendre. On est tiraillé entre l'envie de conserver et de comprendre. On vit encore dans le mythe de pré-Babel, tour de Babel. On est dans le post-Babel et on veut que tout le monde se comprenne. Donc, en attendant cette nouvelle humanité pleine de promesses et de bonnes choses, comment on peut répondre à la question des langues ? Pour répondre à cette question, j'ai pris la liberté d'emprunter 3 chemins, connus, reconnus, pour nourrir la présente réflexion. Et je remercie Bernard de m'avoir bien débroussaillé mon chemin. Donc ces chemins-là me sont familiers pour le travail que je réalise sur le terrain. Ils me sont familiers car ils constituent l'essentiel de mon travail. Je ne vais pas dire de recherche, mais plutôt un travail de recherche-action. Mes principaux commanditaires étant la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. Donc on essaye de réfléchir sur les cohérences et les cohésions de la société calédonienne. Donc pour pouvoir nourrir ces 3 axes, ces 3 chemins-là, j'ai le premier chemin d'observation que j'ai emprunté, c'est le parler français. C'est quoi le parler français dans l'imaginaire local ? Et là, je m'appuie sur un regard très loyaltien des définitions que nous avons données aux Français, qui est parler français d'un côté, le pene oui ou rene oui, comme disent les gens de Lifou et Marais. Et puis de l'autre, en face, on a un autre élément qui ne renvoie pas tout à fait à la même chose, qui est pene gada ou rene kamada, c'est-à-dire faire le blanc. Ça peut sembler un brin provocateur, mais je voudrais vous rassurer, ce n'est pas mon genre de provoquer. Il est important d'ouvrir cette distinction entre parler le français et faire le blanc, pour comprendre des trajectoires, des expressions et leur sens. De plus, nous pouvons facilement considérer que parler français et faire le blanc, c'est la même chose. Or, il s'agit de 2 choses complètement différentes. On n'a pas besoin de savoir parler le français pour faire le blanc. Le second axe que j'ai choisi s'inscrit sur un travail de terrain que nous menons depuis quelque temps déjà avec Patrice, sur les effets de la ville auprès des populations océaniennes et kanaks en particulier.
Notre champ de recherche étant le quartier de Moravel, ce qu'on appelle la cité mélanésienne, les quartiers HLM, qui est du côté de Sainte-Marie-Géant, et puis Logicop, sur la presqu'île en face de Ducos. Donc c'est de voir un peu comment les gens ont essayé de digérer au fur et à mesure leur installation, qui au départ était épisodique et qui est devenue continue, dans ces quartiers-là, les effets de la ville. Et on peut dire qu'on assiste à des stratégies menées par les personnes pour essayer, en tout cas par les parents de la première génération, pour compenser les effets d'un déracinement auquel ils n'avaient pas forcément pensé. On comprend alors que la langue devient un élément permettant de garantir une assurance pour perpétuer une identité ancrée dans la tribu d'origine. Les langues seront les premières à essuyer les pressions de l'urbanité. C'est-à-dire que sur l'effet de l'urbanité, les langues vont de plus en plus perdre un peu de leur puissance, de leur essence. Autrement dit, le défaut d'intégration dans une urbanité ségrégée enfermera les langues dans un huis clos familial. Qui est étrangère à une forme d'aliénation spatiale. Ce que je veux dire par là, c'est que plus les parents vont différer leur retour chez eux, et plus ils vont devoir composer pour à la fois permettre l'appartenance, de créer une identité d'appartenance, et garantir l'identité d'ancrage pour ne pas se perdre complètement. Et les premiers éléments issus de nos entretiens montrent le fossé à l'intérieur même des maisons. On n'est pas entre les maisons, mais à l'intérieur de la maison. Quelqu'un me disait, dans un entretien la semaine dernière, il disait, mais nous, on est la première génération d'enfants kanaks issus d'une éducation maternelle. Et on comprend que cette génération-là a été élevée par les mères, par les femmes. Ce n'est pas une génération, la deuxième génération de Kanaks dans la ville, n'est pas une génération qui a été éduquée par les hommes. Et ça a son importance. Ça a son importance sur la place des langues dans la manière de socialiser. Et les gens, quand ils vont parler de quartiers, notamment ceux de Moravel, puisque les autres quartiers sont assez... Il y a une espèce de mixité sociale du côté de Logicop. Le quartier de HLM, il y avait une mixité sociale, mais il y a de moins en moins, les Kanaks sont partis, parce qu'il y a aussi une spéculation immobilière qui va faire que les gens vont partir. Reste Moravel, qui est l'indicateur de la capacité des gens à essayer de composer en permanence. Et le troisième champ, le troisième chemin que j'ai emprunté, qui m'est beaucoup plus familier que les deux autres, c'est l'univers socio-éducatif. J'ai dit, c'est un univers qui m'est familier parce que je travaille en permanence dessus. Accompagner les travailleurs sociaux à comprendre ce qui se passe, ce qui se joue. Les refus, les problèmes de déscolarisation, les refus des parents de mettre les enfants à l'école. Du coup, on se retrouve à faire le lien, à vouloir faire du lien. Dans ce champ socio-éducatif, on est pris entre l'étau de l'école et du travail social. La langue devient pour le coup un critère fondamental dans l'attribution des bons points comme des mauvais points aux parents récalcitrants, refusant de s'intégrer complètement. On comprend dès lors que de ne pas parler la même langue relève d'un problème de plus en plus de santé publique et non plus d'un problème social. On essuie un peu les mêmes écueils qu'en France où on est dans une forme de médicalisation de l'échec social. Et la langue devient un élément qui comporte un certain nombre d'outils pour essayer de garder le lien. Donc dans le champ socio-éducatif, c'est dans ce champ-là que les malentendus sont les plus nombreuses, les plus douloureux, les plus violents. Et oui, les langues, pourquoi faire? Dans le champ socio-éducatif porté par l'école et le travail social, les stratégies de plus en plus des parents s'intensifient pour justifier, souvent pour le travail social, les normes sociaux, l'injustifiable. Je pense à cette maman
rencontré il y a quelques mois qui, pour justifier la déscolarisation de son enfant, me disait de toute façon, il a arrêté l'école en CE2, maintenant il est en 6e parce qu'on ne peut pas s'arrêter en cours de chemin, mais je ne vois pas trop l'intérêt de le remettre à l'école. S'il est bien à la maison, ça me va. Quand on est face à ce discours-là, on est quelque peu démuni pour pouvoir justifier la place de l'école. Est-ce que l'école elle est là pour socialiser ou désocialiser? À travers ces 3 axes, je veux partager avec vous les difficultés qui ponctuent les rencontres, souvent improbables, entre les habitants de ce pays, mais pas seulement. Les chemins illustrent combien les langues participent à la qualification ou à la disqualification des personnes. Donc le premier axe, le Pénéouïouï, ou Pénéouïouï pour les Lifou et Marais, et le Pénégada à côté, qu'est-ce que c'est? J'ai 2 expressions, en Dehou et Nengone, qui traduisent le parler français. Les langues, pourquoi faire? Il nous faut essayer de comprendre les positions des sociétés, ainsi que les dispositions des membres de ces sociétés pour saisir le vouloir faire société commune. Pourquoi faut-il parler sa langue? Pourquoi faut-il éviter qu'une langue se meure? Pourquoi autant d'agitation pour sauvegarder une langue ou des langues? La réponse est somme toute simpliste. Pour la vie. Mais pour quelle vie? Cela m'amène à 2 réponses possibles. Les langues sont faites pour parler et pour faire. Ce que me disait un assesseur coutumier de l'ère Haute-Mawab, il me disait, mais monsieur Passa, parler, on peut parler de tout et de rien. Mais par contre, pour dire, ça nécessite quand même une bonne connaissance des structures sociales. Le Pénéouïouï et le Pénéouïouï s'inscrivent dans ce parler. Autrement dit, un usage très fonctionnel de la langue, ce qu'on pourrait résumer par une forme de communication. Or, pour le dire autrement, c'est le minimum requis pour engager le monologue, et non pas le dialogue. Le sens n'a que peu de place, il n'a d'ailleurs pas sa place. On mesure alors que le Pénéouïouï ou le Pénéouïouï n'est pas là pour faire du lien, au sens kanak, mais d'établir ou de maintenir une relation qui peut à tout moment être interrompue, parfois faute de temps ou faute d'espace. Il ne s'agit pas d'une maîtrise quelconque de la langue, mais bien de garder les distances pour éviter d'être noyé, submergé, envahi. Parler le français, le Pénéouïouï, consiste avant tout à ne pas se laisser envahir et éviter toute intrusion. Et notre enfance est jalonnée de ces souvenirs où nos grands-parents nous réclament pour faire l'interface avec un visiteur européen de passage. Il ne s'agit nullement d'accueil, mais de donner ce qui est attendu et entendu. Le Pénéouïouï s'inscrit dans le registre du momentané. On peut toujours m'objecter que parler français s'inscrit dans la durée, pour envisager, au sens de Lévinas. Mais le Pénéouïouï introduit une altérité toute relative. Par ailleurs, ce Pénéouïouï ou Pénéouïouï ne relève pas de l'apprentissage au sens scolaire. Il est le résultat d'une acquisition pragmatique du relationnel. Ça nous fait écho au Pénéouïouï à ce parler petit nègre. Il y a des fortes similitudes. Pourquoi traduire alors ce parler français en Pénéouïouï? Tout se passe comme si les protocoles définissant les figures d'altérité ont cédé la place à un simple processus de mise en contact. Alors effectivement, les langues, pourquoi faire? Les langues, comme avait dit ce matin Bernard, est un sujet sensible à tout point de vue. Elle est quelque part dans ce pays sa part maudite. Elles ont quelque chose de définitif, ne laissant que peu de possible. Les langues, pourquoi faire? Les langues sont l'objet d'une surveillance acharnée, car soupçonnées de déviance. Les langues devaient être des passerelles, des ponts entre les sociétés, entre les personnes, entre les civilisations. Mais notre peuple nous fait mentir sur ces langues passerelles. Dans le travail qu'on essaye de construire sur
sur Moravel et les effets de l'urbanité, on est face à des langues qu'on peut classer comme des langues d'identification. Ce que moi j'ai essayé de nommer les langues de filiation. Les langues révèlent l'origine, le point de départ, la matrice d'une identité. Parler la langue, c'est être deux. Nous comprenons aisément le dilemme des populations vivant en ville. Quand le parler la langue devient un élément constitutif de l'identité déracinée. Dans ces quartiers historiques que nous avons sillonnés, nous avons commencé à sillonner, l'élément important de se parler les langues, c'est l'habitat. L'habitat, c'est l'un des éléments auxquels nous essayons de travailler depuis quelque temps pour comprendre si l'habitat correspond à des modalités de structuration ou de socialisation des populations. Et c'est l'effet de langue comme assurance vie qui nous vient tout de suite. Parler la langue, conserver la langue pour la première génération de Kanaks à s'installer sur Moravel, c'est une assurance vie. Certains rajouteront pour la deuxième génération, c'est une assurance de survie. La langue devient l'outil permettant d'une nouvelle forme de socialisation. La nouvelle génération d'enfants vivant en ville, la langue ne permet que de se distinguer entre soi. Les langues deviennent par cet exil un élément fondamental pour ne pas perdre complètement son identité. Mais on se rend compte que la langue seule est insuffisante. Elle n'est pas suffisamment forte pour garantir une filiation sans souci. L'autre pied de la langue, qui est la culture, est souvent absente dans les façons de faire. La langue, pourquoi faire? Langue d'affiliation ou d'adoption. Les langues sont devenues un lieu où le symbolique occupe une place importante. Elles sont devenues des marqueurs identitaires pour échapper à toute forme de récupération. La langue, c'est d'abord le lieu de reconnaissance, puis un élément de cantonnement, un élément qui favorise le huis clos et un fort sentiment de dépossession. Et le travail social, socio-éducatif, et l'école expriment très clairement les difficultés dans lesquelles les gens sont, les dysfonctionnements dans lesquels les enfants se retrouvent à essayer de monnayer en permanence une identité apaisée. Et on se heurte à l'argument qui est la diversité des langues, kanak sous-entendu, est un frein, un obstacle pour une meilleure compréhension des choses. Soit, mais de la part de qui? Ne pas parler la même langue, ne pas se comprendre, et c'est la raison d'un échec. Faut-il accuser les langues ou de la pensée sous-jacente qui donne du sens à une langue? Dans ce pays, parler plusieurs langues, surtout les langues non occidentales, n'est pas reconnu comme un avantage. C'est toujours au détriment d'eux. On le soupçonne même d'être à l'origine des difficultés d'apprentissage. Tout se passe comme si plusieurs langues étaient un écueil dans le processus de socialisation. Ne vaut-il pas mieux maîtriser une langue, sous-entendu le français? Les rencontres que nous faisons avec les parents, on a toujours ce regard-là du travailleur social, assistant social, éducateur spécialisé, qui est de dire « mais je crois que la dame a un problème, a un handicap ». Alors souvent, je reprends la personne pour dire « handicap de quel ordre? Handicap social? Handicap physique? Physiologique ?» Ben non, parce qu'elle ne comprend pas tout. Ça veut dire quoi? Comprendre pas tout. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? L'irruption d'un travailleur social dans une famille, comme disait Bernard tout à l'heure, les Kanaks sont habitués à sortir l'arsenal de résistance. Communiquer le moins possible pour ne pas être jugés.
le bien apprendre devient la norme. On demande aux gens de renier en permanence pour essayer d'être en phase. Et cette opposition ira jusqu'à dénigrer les langues. Et finalement, quand j'interviens, on me demande de faire le traducteur. Non pas des langues, mais de la pensée exprimée en français. On est de plus en plus noyé dans cette ambiguïté. Ces trois éléments, pour essayer de répondre à cette question « Pourquoi la langue ?», nous entraînent dans les arcanes des rapports sociaux de ce pays. Finalement, qui est-ce qui fait du lien? Si les langues n'est pas capable de faire du lien, qui fait du lien? On est toujours à la recherche de ce qui fait du lien. On est toujours à la recherche on est toujours en train de se convaincre que tout est possible. Il est possible de faire société. Entre les problèmes scolaires d'un côté, les problèmes sociaux de l'autre, on est finalement dans des dispositions où la rencontre n'est pas envisageable. Et en même temps, on est face à des personnes qui ont développé des stratégies liées à la langue. Non pas comme élément de culture, mais la langue comme élément de réussite scolaire. C'est aussi les paradoxes de la situation. S'inscrire dans les cours de langue, c'est avoir des points en plus. Il n'y a pas besoin de connaître la culture. Il suffit de connaître les mots, d'apprendre une langue à la manière d'apprendre l'anglais, l'espagnol ou autre chose. On est dans la recherche du pratique de la langue, l'ascension sociale. Et face à ça, on a une confrontation entre deux versions de la langue, ce que moi j'appelle deux versions de la langue, qui est l'enseignement des langues pour partir. Ce que j'appelle les langues pour partir, c'est tout ce qui est langue anglais, chinois, japonais, et les langues pour rester, qui sont les langues du pays. On est dans la disposition pour privilégier les langues pour partir. Finalement, ça rejoint à la question, mais avons-nous envie de faire société? La mentalité de ce pays a toujours été de gommer tout signe intérieur de richesse, mais de valoriser tout signe extérieur de richesse. Les langues, pour faire société, n'ont pas droit au même traitement. Et les raisons invoquées sont connues de tous. Apprendre une langue étrangère pour favoriser le départ. On est dans ces dispositions. Je vous rassure, même les Kanaks sont champions dans l'apprentissage des langues pour partir. Et c'est toute la difficulté dans laquelle nous sommes. Parler des langues, pourquoi faire? Finalement, au bout du bout, est-ce qu'on a envie de garder les langues? À part nourrir les colloques. Mais on comprend toute la difficulté. Donc, des langues, pourquoi faire? Tout à l'heure, pour la vie, pour du lien. Mais tout dépend de la nature de ce lien. Pour le dire simplement, les langues traduisent une culture. Elles portent, transportent et souvent colportent des identités. Peu importe la nature de ces identités. Les langues permettent d'envisager. Et on ne voudrait pas que les langues finissent, comme disait Michael Cimino quand il voulait définir ce que c'est que faire du cinéma. Il disait faire du cinéma, c'est inventer une nostalgie pour un passé qui n'a jamais existé. C'est un peu le drame qui nous guette. C'est le danger qui guette le déni des langues. Car les langues vont devenir des bastions d'un nationalisme exclusif. Camille Toledo, à propos des langues, disait « Entendez les mots nation, identité, assurance, médicament. La somme des prélèvements sémantiques qui font de nous des bêtes dociles. Mots de clôture qui d'une main attisent les peurs et de l'autre offrent les services de leurs chiens. » La place de des langues dans notre société a quelque chose de traumatique. Les langues sont le reflet des rapports sociaux, qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas. Et c'était l'ancien président tchèque qui disait « L'élément tragique pour l'homme moderne, ce n'est pas qu'il ignore de plus en plus le sens de sa vie, mais que ça le dérange de moins en moins. » Je vous remercie.
Je vais passer maintenant directement la parole à Serge Tcherkezov pour la version égalité. Bien, merci. Le titre que j'avais donné, le couple inégalitaire de l'anglais et du samoan dans les îles et en Nouvelle-Zélande, je n'aurai pas le temps ni les données pour parler de la Nouvelle-Zélande. Donc on parlera de Samoa dans les îles. Alors Samoa, Polynésie occidentale, a un système éducatif bilingue, samoan anglais. Ah, bon, donc on a un vrai cas de bilinguisme conduit à l'école, ça nous attire. Donc dans la comparaison qui nous anime ici, il constitue un cas intéressant et un cas alors très particulier, même si a priori ça devrait être la norme partout, à savoir que la langue autochtone est première et la langue coloniale, ou si l'on veut internationale, l'anglais chez eux, est seconde. Je précise, donc je parle ici de l'État de Samoa, naguère appelé l'État du Samoa occidental, Western Samoa, État indépendant depuis longtemps, et qu'il faut distinguer du territoire dit américain, Samoa oriental, Samoa américain, pour lequel je n'ai pas d'informations précises sur le sujet dont nous parlons aujourd'hui. À Samoa, donc, au contraire de bien des écoles en Australie, en Nouvelle-Zélande et ailleurs, l'anglais est la langue seconde et le samoan est la langue parlée par tous, tous les jours, à la maison, dans les familles, mais aussi dans l'administration. Petit exemple, a priori, un samoan qui se rend à la ville et entre dans la poste ou dans une banque, a en face de lui un présupposé au guichet qui est samoan, qui s'attend à ce qu'on lui parle en samoan. Même si dans ces métiers, ce préposé au guichet, évidemment, est capable de répondre en anglais si le client est un touriste. Si le client samoan se mettait à parler anglais au préposé au guichet, du moins avec la pointe d'accent qui révèle tout de suite que sa langue maternelle est le samoan, le préposé serait étonné et même pourrait ne pas apprécier du tout. Pour qui se prend-il, ce client, pour me parler anglais ? Si le client est un samoan de Nouvelle-Zélande venu en visite, dont la langue maternelle ou du moins quotidienne est l'anglais, et cela s'entend tout de suite à sa manière de prononcer l'anglais avec l'accent kiwi, là, évidemment, il n'y a pas de problème à ce que la conversation se passe en anglais. Les débats au Parlement sont en samoan, les journaux quotidiens sont en partie bilingues, les pages de publicité et les nouvelles internationales sont seulement en anglais. Les personnes âgées, souvent encore, ne comprennent que peu l'anglais, les jeunes le comprennent assez bien, le maîtrisent souvent moins bien. Même ceux qui ont un anglais parfait, nous verrons quel est leur parcours, s'ils se retrouvent avec d'autres samoans tout aussi à l'aise en anglais, spontanément vont parler en samoan. On notera simplement chez eux une nette tendance à inclure des mots anglais dans leurs phrases si le mot samoan manque à venir à l'esprit ou n'existe pas. Autre débat là-bas entre puristes qui cherchent constamment à ce qu'un emprunt nécessaire de l'anglais soit translittéré à la samoane et la majorité qui se moque de cela. Il y a des mots intégrés anciennement. Alors vraiment, eux, ils sont devenus samoans. Kalapu pour club, une boîte en ville. Keriso pour Jésus-Christ. Désolé pour la transition. Numera pour number. Palemia pour prime minister. Lipoti pour report. Mais par exemple, pour parler du programme, entre guillemets, de ce soir dans le hall du village, danse, chant, fête, etc., on entendra plus souvent programme que le mot officiel samoan polo kalame. Bref, fantastique. Un modèle, une réussite, point d'interrogation. Car nous allons voir qu'il y a des problèmes et au bout du compte, une inégalité qui n'est plus en faveur de la langue samoane. Mais avant d'y venir, un mot sur l'histoire, un mot très rapide, sur l'histoire précoloniale, coloniale, postcoloniale, qui explique que le samoan, jusqu'ici,
n'a jamais été mise en danger. Depuis les premiers contacts avec les Européens, début 18e, puis milieu 18e, mais là juste des contacts en mer, puis la fin des années 1780, le premier débarquement des Français, jusqu'à la fin du 19e siècle, la chance de Samoa fut de n'intéresser aucun appétit colonial. Pas de minerais intéressants, pas de grandes terres cultivables. Finalement, cédant à la pression d'une entreprise allemande de traitement de la chair de la noix de coco, qui avait tout de même établi d'assez grandes plantations, autre sujet évidemment que j'aborde pas, le malentendu sur les achats de terres vision occidentale et le prêt d'un droit d'usage à durée non précisée qui était la vision locale. On a exactement les mêmes ambiguïtés dans toute l'histoire de l'Océanie. Donc, cédant finalement à la pression de cette entreprise allemande, à la fin du 19e, l'Allemagne prend officiellement le contrôle du Samoa occidental, en même temps d'ailleurs que c'est là où les États-Unis établissent leur autorité sur ce qui est aujourd'hui le Samoa oriental. Mais l'Allemagne limite son emprise au petit comptoir que Apia, la capitale aujourd'hui, commençait à devenir. Deuxième chance, l'Allemagne perdit ses colonies en 1914. Donc, parce que sinon, évidemment, l'histoire qui suit aurait pu être sans doute extrêmement différente. Troisième chance, la Société des Nations, après la Première Guerre, confia le territoire des Samoa à la Nouvelle-Zélande. Laquelle Nouvelle-Zélande, vu son faible nombre de population et l'immensité de ses terres. Je n'entre pas évidemment dans le débat que nous connaissons, enfin pas le débat, mais l'histoire que nous connaissons bien, où ces terres immenses furent le plus souvent une spoliation extorquée à l'autorité autochtone des Maoris. Mais la Nouvelle-Zélande, dans ces années 1920, vu son faible nombre de population et l'immensité de ses terres, ne songea jamais à faire de Samoa une colonie de peuplement. Donc cette notion-là, cette histoire-là de la colonie de peuplement n'est jamais arrivée à Samoa. Après la Deuxième Guerre, vient déjà le temps des décolonisations, et vu le peu d'enjeux matériels pour l'Occident, une évolution rapide vers l'indépendance fut possible. Dès 1962, Samoa devient le premier territoire du Pacifique à être décolonisé. Autre ligne de chance, éducation et langue. La mission première, missionary, historique, dominante durant toute cette époque, c'est, comme on le sait, la London Missionary Society. On sait ce que fut leur stratégie, de même qu'ici d'ailleurs, mais beaucoup plus brièvement, avant que l'autorité française ne s'installe. Leur stratégie, ne pas attendre d'hypothétiques pouvoirs extérieurs qu'un jour les autochtones devenus anglophones ou francophones puissent lire la Bible chez eux tous les jours, mais les alphabétiser au plus vite dans la langue locale et traduire évidemment la Bible dans leur langue au plus vite pour que toutes les familles puissent lire la Bible. Des premières arrivées missionnaires en 1830 en 15 ans, en 1845, l'imprimerie est installée, la traduction est faite, la Bible en samoan et dans toutes les familles. Et donc, jusqu'à l'établissement de l'administration néo-zélandaise à partir de 1921, le samoan est la langue de l'école. Ensuite, l'administration néo-zélandaise établit petit à petit des écoles publiques, en plus des écoles missionnaires, à partir des années 1930. Elle veut évidemment que l'anglais y soit dominant. Mais il faut du temps pour cela. On est dans un pays où presque personne ne parle anglais. Donc il faut du temps. Et voilà que, à peine 30 ans plus tard, pouf, c'est déjà l'indépendance. Et là, une personnalité à la tête de la stratégie scolaire du nouvel État indépendant, qui est une nationaliste convaincue, politiquement et linguistiquement, d'autant plus convaincue qu'elle a connu de près la Nouvelle-Zélande, ayant été l'une des toutes premières boursières du pays,
à y aller. Bref, elle réussit à maintenir et installer sans conteste la suprématie du samoan à l'école. Elle promeut la création de tout un matériel pédagogique en samoan, etc., etc. On est dans les années 60, 1960. Ce résultat ne se fit pas tout seul. Cette grande dame, Aiono Dr. Fanafi Letangaloa, que j'ai eu l'honneur de bien connaître, qui fut aussi l'un des fondateurs de l'université de Samoa, eut à se battre évidemment contre tous ceux qui, même sous le drapeau de l'indépendance, ou encore plus même, disaient que l'avenir du pays et de ses enfants demandait que l'anglais devienne la langue dominante. Quand je dis encore plus, évidemment, sous l'administration néo-zélandaise, l'anglais était une langue coloniale. Bon, une fois le pays indépendant, il y avait en quelque sorte une parole tout à fait libre de dire « mais voyons, l'avenir de nos enfants dans le monde d'aujourd'hui », donc 1960-1970, c'est le moment où le français commence à perdre son co-statut de langue internationale et l'anglais à devenir dominant. Puis on connaît l'histoire ensuite qui fait qu'aujourd'hui le français n'est pas loin d'être dans la catégorie des langues dites pas tout à fait en danger, mais bon. Donc Aiono Fanafi eut à se battre, et d'autant plus que le pays était indépendant contre tous ceux qui disaient l'anglais, dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'anglais. Alors, où en est-on aujourd'hui? C'est ma dernière partie. Dans le système scolaire. Alors, au début, donc, primaire, secondaire, jusqu'à la 8e année, l'anglais est un simple sujet d'enseignement parmi d'autres. Le commentaire sur la langue anglaise dans les cours d'anglais se fait en bonne partie en samoan. Et les autres matières sont enseignées en samoan. Mais, grande frontière entre ce qui, chez eux, disons, et le primaire et le secondaire, si on peut dire. C'est-à-dire quand on va de la 9e à la 13e année de l'école, c'est-à-dire quand on entre dans le college, au sens anglais. Grand changement, parce que là, dès la 9e année, dans le college, l'anglais est supposé devenir la langue générale de l'enseignement, et c'est le samoan qui devient un sujet parmi d'autres. Quand je dis est supposé, parce qu'il y a une limitation, encore aujourd'hui, de nombreux instituteurs, profs de college, nos PEGC, disons par exemple, ont une maîtrise souvent encore assez relative de l'anglais. À part cette difficulté, en tout cas, ce que j'ai vu dans les années 1980 et 1990, ceux qui parvenaient à faire ce passage entre la 8e année et l'entrée en college 9e année, qui parvenaient à faire ce passage avec brio à la fin de l'école 8e année, pouvaient espérer venir dans l'un des colleges prestigieux, comme le fameux Samoa College, où le tout anglais était assumé complètement par des enseignants capables, et c'était la voie royale pour espérer passer un bac avec mention, de School Certificate, qui ferait que leur dossier serait accepté ensuite pour une bourse d'enseignement supérieur à l'étranger, d'abord en Nouvelle-Zélande. À la fin des années 1990, pour des raisons que je ne connais pas, je dois dire, le gouvernement annula, officiellement du moins, le droit qu'avaient les collèges prestigieux, les colleges prestigieux, de faire une sélection. Et il les assimila à des collèges au sens normal, c'est-à-dire censés recruter dans leur district géographique. Ce qui fait que maintenant, il y a une vingtaine de collèges publics, plus une dizaine encore gérés par des églises ou une association privée, dont certains extrêmement prisés, où la bonne société urbaine, les étrangers en poste à Samoa cherchent à placer leurs enfants. À l'évidence, cette pléthore, disons, de college par rapport à l'époque d'avant, où il y en avait 3 ou 4, où on disait qu'il faut y aller, qu'il faut réussir à y rentrer, cette pléthore de college ne dispose pas encore du corps enseignant compétent en anglais. Et les disparités demeurent entre les colleges et les tentatives de rejoindre les bons colleges. Toujours assez facile de se domicilier chez des cousins ou des amis dans le bon district.
Et enfin, donc, le gros problème, c'est évidemment cette frontière entre le cycle pre-college, year 1 to year 8, donc les 8 premières années, et le cycle suivant, de la 9e à la 13e année, où l'on passe d'un tout presque en samoan à un tout supposé en anglais. Le résultat porte grande ouverte à une inégalité de classe. Parce que qui sont les enfants qui peuvent réussir ce passage? Et là, je parle d'observations concrètes que j'ai pu faire. Qui sont ces enfants? Ceux qui, dans leur environnement familial, ont déjà reçu, dans le cycle précédent avant college, une aide constante pour leurs devoirs en anglais, leur homework, et même carrément avoir une famille qui peut, à temps, commencer à privilégier de parler anglais à la maison. Les familles dites mixtes, du monde des affaires, les familles d'enseignants, bien sûr, de college surtout, les familles où le père est, ou bien le grand-père fut, un pasteur, où là, l'éducation, depuis très longtemps, dans les collèges, dans le grand collège théologique, était déjà véritablement bilingue. Ça fait quand même quelques centaines de familles. Il ne faut pas oublier, Samoa, même s'il n'y a que 200 000 personnes, c'est 300 villages et c'est 600 églises. Un coup d'œil rapide sur le personnel politique. Les familles qui ont investi le pouvoir depuis la fin des années 80 est éclairant. Années 70, début des années 80, où je commence à aller là-bas, un parlement de chefs paysans, si je puis dire, au sens noble, des maîtres de titres de terre dans tous les districts, qui sont élus pour être au Parlement, souvent ne parlant pas un mot, ou presque d'anglais. On saute vers les années 2000 et au-delà, un personnel issu de la classe pastorale, des affaires, de l'enseignement, et au final, l'anglais, qui fut bel et bien une langue seconde et étrangère pendant longtemps, devient, si j'ose dire, la langue néocoloniale, disons le sujet qui permet la sélection, comme en France, à mon époque, où la sélection en milieu urbain, du moins, ne se faisait ni sur le français, tout le monde, dans les milieux urbains, disons, tout le monde le parlait bien, l'écrivait correctement, ni sur l'anglais, bien sûr, l'anglais était encore inconnu ou presque dans l'école française, mais sur les maths, instrument de sélection que l'on connaît bien ici à l'école. Vous connaissez tous les travaux, et il n'est pas le seul évidemment, de notre ami Gérard Lavigne. Bref, l'exemple samoan, c'est à la fois l'illustration de la défense la plus réussie possible du maintien de la langue identitaire. Le discours « nous sommes », le discours sur le fa samoa est toujours exprimé en samoan, même chez les demi, les milieux business, les milieux pastoraux, les enseignants. Bref, un cas à citer, un cas rare. Mais aussi un exemple plus triste, qui est qu'au final, c'est l'anglais qui est, depuis longtemps et de plus en plus, la clé de la réussite. Et là, nous rejoignons évidemment ce qu'on connaît en Australie, en Nouvelle-Zélande, ou avec le français, dans nos collectivités francophones du Pacifique. Voilà, merci.